quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Et ça a été un événement malheureux. Moi, j'ai été particulièrement très proche de M. Adjamagbo, Pascal, président du MPL, dont j'ai suivi un peu la campagne, notamment dans le Bas-Mono. Et j'ai pu voir toute la dépense financière qu'il a dû affronter et comment il n'y a pas eu de contrepartie positive. Et donc j'ai vécu avec lui cette douleur politique, mais j'imagine que pour tous les autres partis, ce sera la même chose. Oui. Et donc, avec tout le respect, j'ai fait le travail de terrain. Je sais ce que c'est. Avec l'UFC, je sais ce que c'est. Même avant l'UFC, avec le MPA, qui est le mouvement que je dirigeais avant de me rapprocher de Guy Chris Olympio, ça c'est très coûteux. Et donc, comprenons-nous, ce n'est pas une critique acerbe. Ceci dit, je voudrais dire que, à mon humble avis, il y a 3 raisons. Je ne suis pas étonné de la débâcle de l'opposition. Parce qu'il y avait déjà un mouvement de centralisation, de monopolisation du pouvoir politique par le parti au pouvoir. Certains l'avaient perçu depuis, et moi je l'ai compris parce que j'étais à côté de Gripis Olympio. Par exemple, en 2020, l'UFC n'a pas eu de candidat, n'a pas participé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des discussions, et même déjà en 2018, il y avait une tendance, il y avait, c'est-à-dire la perspective de fonctionnement du politique était que il faut permettre au RPT, c'est-à-dire à UNIR, de pouvoir faire les réformes, de pouvoir avancer pour moderniser le pays. Et donc, ce mouvement excluait la présence de trop de partis politiques dans le jeu politique. C'était un mouvement amorcé depuis 2018, depuis Atchadam. Oui. Il y avait une résolution prise pour une monopolisation politique du pouvoir. Et donc, on allait dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de la mort progressive de tous les partis de l'opposition. Et nous sommes arrivés en 2024 au summum de ce mouvement. Vous voyez très bien, 5 députés de l'opposition sur les 114. Les 113. Les 113. On ne pouvait pas arriver à pire ou à mieux en fonction de la perspective dans laquelle vous êtes. Tout à fait. Bon, maintenant, il y a carrément la paupérisation de la classe politique de l'opposition. Les opposants ne sont pas riches. Oui. Et pour faire de la politique, il faut avoir de l'argent. On ne le fait pas avec son propre argent. Mmh. Mais malheureusement, c'est le cas ici, la plupart du temps. Et pourquoi les opposants n'ont-ils pas d'argent? Parce que ils peuvent pas tenir des régies financières au sein de l'appareil État en étant opposants. Mmh. Raison à ne pas banaliser. Parce que dans d'autres pays, les partis d'opposition sont dirigés par des citoyens qui travaillent dans l'administration publique, qui ont des fonctions, des hautes fonctions, et qui ont accès à beaucoup de crédits. Ici, ce n'est pas possible. Pour accéder aux hautes fonctions de l'État, il faut être proche du parti au pouvoir. Et si vous voulez faire de l'entrepreneuriat pour avoir de l'argent, être riche, l'OTR vous contrôle. Quand votre régie financière personnelle monte trop haut, vous êtes contrôlé. Parce que vous pouvez, avec vos milliards, déséquilibrer la position du parti au pouvoir. Oui. Je suis souvent direct et franc dans mes analyses. Oui. Parce que je dois dormir la nuit. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Ah oui. Et donc, les opposants étaient obligés au début de recueillir l'argent de la base. Et après la désillusion subie par les populations avec l'UFC, on ne cotise plus. La population ne cotise plus. Ils attendent que ce soit les partis qui déboursent. Oui. Il y avait un report sur l'activité de Nana Benz. Cette activité aussi a connu un déclin.
Et donc les opposants sont obligés d'aller chercher de l'argent, soit à l'extérieur, soit manger à l'appât du parti au pouvoir. C'est cru, mais c'est réel. Oui. Et dans ces conditions, vous êtes faible. Et vous ne pourrez pas engranger des voix et des réussites au niveau politique. La troisième raison, ce sont les fraudes. Il y a des fraudes électorales. Et on ne peut pas dire non, on ne peut pas réfuter cela. Oui. Au Togo, il y a trop de fraudes électorales. Dans le comptage, le computing des votes, au niveau des CELI, il n'y a pas de transparence. Dans les bureaux de vote, il y a des bourrages d'urnes. Je ne cite personne, mais moi cette année en particulier, le jour du vote, j'ai fait plusieurs régions. J'ai fait Sokodé, Sotoubois, Adigré, presque toutes les localités jusqu'à Blita. Je suis descendu jusqu'à Elavagnon, en passant par Atapami, bien entendu, Hikiato, ainsi de suite. Dans les bureaux de vote, j'ai observé, j'ai vu des choses, puisque je connais des gens sur le terrain. Et je tenais ma tête. Je dis, mais que va-t-il se passer? Parce qu'il y avait vraiment l'escalade de la fraude, une banalisation de la fraude. On n'était jamais arrivé à ce stade. Et avec ça, vous ne pouvez pas gagner. Si vous êtes opposant, vous ne pouvez pas gagner. Il y a toutes ces raisons qui expliquent donc le déballage ou bien le déclin de l'opposition. Je me résume. La première raison, c'est une volonté monopolistique du pouvoir par le parti au pouvoir. La deuxième raison, c'est la faiblesse financière, économique de l'opposition. Et la troisième, c'est le facteur incorrect du computing électoral au Togo. Voilà. Alors, vous connaissez la configuration donc, de la nouvelle Assemblée nationale, composée presque exclusivement de députés issus du parti UNIR, qui a par ailleurs raflé tous les postes du bureau de l'Assemblée nationale élu le 14 juin dernier, en attendant de savoir ce qu'il en sera des commissions permanentes. Alors, n'est-ce pas quand même un peu inquiétant pour la vitalité de la démocratie dans le pays, être au pouvoir et être son propre contrôleur? Non, oui et non. Oui, parce que effectivement, on ne peut pas être jugé arbitre. Non, parce que si vous êtes d'accord que c'est le système démocratique qui a fait émerger tous ces députés, si vous êtes d'accord que le peuple a été consulté, le peuple a élu des gens, et donc ces personnes sont dans le droit de s'organiser dans les institutions. Du coup, le fait de se retrouver jugé arbitre ne serait qu'une conséquence de la consécration démocratique. C'est dans le nom. S'il n'y a pas eu de fraude, ce serait normal. Parce que s'il n'y a pas de fraude et que le peuple entier, à 95%, donne le pouvoir à un parti, c'est démocratique. Ce parti peut être monopolistique, mais c'est bon. C'est lui que le peuple veut. Dans ce cas, il est juge et arbitre, il n'y a pas de problème. Et du coup, il faut voir un peu les institutions, comment elles vont fonctionner. Il est vrai aussi que le parti au pouvoir n'est pas un parti monolithique. Il y a des camps, il y a des oppositions à l'intérieur, il y a des frictions, il y a des antagonismes. Peut-être, à la faveur de ces antagonismes, quelques institutions pourraient fonctionner d'une certaine façon. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, mais moi ce que je voudrais, la question que je vous pose, je la repose. Oui. Mais pour l'image du pays, qu'on dise que voilà, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale est composé exclusivement d'un seul parti, du parti au pouvoir, est-ce que ça ne gêne pas un peu là? C'est pas quand même un peu difficile à comprendre? Oui, c'est pas facile à accepter. Oui. C'est pas facile à accepter. Bien. Oui. Alors, vous le savez sans doute, 2 des 5 députés élus de l'opposition ont refusé de siéger, ce qui a suscité un débat sur l'opportunité ou pas de siéger à la nouvelle Assemblée. Je vous prie d'écouter le nouveau chef de file de l'opposition, le président de ADI, le professeur Aimé Gogué, et donc qui s'est exprimé sur le sujet. Si je ne pas siéger, il y a des pour siéger, des arguments pour ne pas siéger. Donc moi je ne le condamne pas nécessairement parce que quels que soient les cas, nous qui siégeons, nous ne sommes pas les seuls. Si les élections étaient transparentes, nous ne sommes pas les seuls à siéger ou bien ne pas siéger parce qu'il y a des gens, des partis qui devraient avoir des élus mais qui n'ont pas été déclarés élus donc qui ne siègent pas. Moi je pense que ceux qui ne siègent pas doivent peut-être trouver des moyens pour travailler ensemble pour le bien-être du peuple togolais, c'est-à-dire de combattre contre cette constitution aussi, essayer de défendre les intérêts pour l'amélioration du bien-être du peuple togolais.
Alors, docteur Dogada, vous connaissez les Togolais, nous aimons les débats. Voilà, maintenant que les députés ont été élus, alors la question s'est posée pour les députés ceux de l'opposition, est-ce qu'ils doivent siéger parce qu'ils ont dénoncé des fraudes, etc., ou ne pas siéger? Alors, quel est votre avis sur la question? Bon, je vais répondre ici en tant que politique, oui, en disant que je reste incompétent à m'exprimer sur les décisions prises par ces responsables de partis politiques. Pour analyser, permettez-moi de dire que ils ont raison de ne pas siéger. Parce que il y a Guécris Olympio qui nous disait souvent dans son salon que pourquoi voulez-vous aller aux élections législatives si vous n'êtes pas sûr d'avoir ni la majorité ni une minorité de blocage? Quelle est la pertinence politique de siéger dans une assemblée nationale quand son action, son vote ou son refus de voter ne produirait dans tous les cas aucun effet? Donc, politiquement, quand vous vous retrouvez dans une telle situation, vous ne siégez pas. Si vous avez la capacité financière pour vous passer de ces mensualités qui vous seront versées, il vaut mieux politiquement de ne pas siéger. Mais si vous avez besoin de cet argent, il y a donc une motivation économique qui vous conduit à siéger. Sinon, politiquement, vous ne siégerez pas. C'est mon avis personnel. Mais il y en a qui disent qu'il faut y être pour défendre le point de vue de l'opposition, pour avoir en tout cas une tribune pour exprimer les points de vue de l'opposition. Non, il y a des partis politiques extra-parlementaires qui ne sont pas étrangers à la vie nationale. Oui. Ils suivent ce qui se passe même au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez que à l'Assemblée nationale, les journalistes peuvent aller, et même des citoyens ordinaires peuvent aller suivre les débats. Oui. Et donc, ce n'est pas nécessaire qu'un député, si politiquement ça peut vous jouer un mauvais tour, c'est pas nécessaire que vous y alliez pour siéger. Si dans tous les cas, vous pouvez participer en envoyant vos militants ou en envoyant des journalistes, allez voir ce qui se passe à l'Assemblée. Donc je crois que c'est une raison fallacieuse que de dire qu'il faut y être, et je ne critique personne, hein. Chacun sait ce qu'il fait, il faut y être parce qu'il faut voir ce qui se passe. Non, on peut savoir ce qui se passe tout en n'étant pas parlementaire au sein d'une assemblée nationale. Ouais. Ouais. Docteur Gada, la grande actualité de ces derniers temps au Togo est le changement de constitution. Le pays a basculé depuis le 6 mai dans la 5e République et sous un régime parlementaire. Alors vous qui avez déclaré qu'il faut avoir le courage de faire des expériences, dites-nous, quel est votre avis sur ce nouveau régime? Est-il plus adapté à notre pays? Est-il plus à même de rendre les Togolais plus heureux qu'ils ne l'étaient avec le régime semi-présidentiel? D'abord, moi je suis un amoureux du parlementarisme, naturellement. Et en plus, en étudiant la façon dont nos États ont été construits, je crois que le parlementarisme serait le meilleur régime politique pour le pays, pour le Togo en particulier. Mieux que le présidentialisme, a priori. Et ceux qui m'ont suivi dans des cours à l'ENA depuis 2020, ils savent que je défendais toujours un passage comme par hasard au parlementarisme, en bonne foi. Oui. Maintenant, on s'est retrouvé avec ce passage qui n'est pas propre dans la forme. Mais on ne parlera pas de la forme, et puisque la Constitution est déjà en vigueur. Dans le fond, il y a des avantages, beaucoup d'avantages au Parlement. Ben, on ne va pas rentrer directement dans les dispositions et les relations entre les différents pouvoirs. Parce qu'il y a dans cette constitution actuelle beaucoup d'éléments qui doivent être corrigés. Et je crois que l'Assemblée nationale elle-même s'y penchera dans son mandat pour la revisite de cette constitution. Mais en général, quand vous avez un régime parlementaire où le peuple a la voix, vous extrayez à l'influence des forces étrangères. C'est-à-dire que le parlementarisme a été souvent utilisé comme un fusible pour les chefs d'État afin de s'opposer aux dictats internationalistes, puisque la plupart des décisions sont prises par les parlementaires.
C'est ce qui s'est passé avec Tinubu lorsque la CEDEAO a décidé d'intervenir militairement. Oui. C'est le Sénat nigérian qui a dit non parce qu'il devait ratifier. Oui. Et Tinubu s'est caché derrière les sénateurs. C'est une bonne méthode. Oui. Donc le parlementarisme n'est pas mauvais pour des peuples, des pays qui sortent de l'influence coloniale. Ça permet au président, au chef de l'État, d'éviter les injonctions internationalistes en utilisant le Parlement comme un fusible. C'est parfait. Oui. Maintenant, du point de vue interne, quand vous avez un pays comme le nôtre, où on n'a pas de Togolais, il n'y a pas de citoyenneté, on n'a pas créé le citoyen togolais, il y a des micro-communautés et qui ont gardé leur identité forte. Oui. Et finalement, les partis politiques, en grande majorité, reflètent cette fragmentation sociologique. Il vaut mieux, pour donner la voix à chaque identité, passer aux parlementaires, que de faire mais aux parlementaires avec un régime de proportionnel. C'est mieux que de faire du présidentialisme, parce que le présidentialisme vous mettra toujours en tension dans un arbitrage infini avec les différentes sensibilités de pression qui agissent au sein de votre État. Donc le parlementarisme n'est pas mauvais. Maintenant, le parlementarisme du Togo, avec la constitution actuelle, je répète, après l'avoir étudiée, je pense que cette constitution doit être corrigée. Parce qu'il y aura des frictions entre plusieurs organes. On trouve des monopoles. Il y a des monopoles autour du président du Conseil. Au même moment, il y a des compétences liées à ces monopoles qui sont exercées par des institutions constituées. Et je ne sais pas exactement comment dans la pratique ça va se faire. Et j'ai l'impression qu'il y a même des conflits entre la figure du président du Conseil et la figure du chef de l'État. Oui. Et ça va poser un problème sérieux dans la définition du cérémonial protocolaire du Togo. C'est le ministère des Affaires étrangères qui s'en charge, qui définit le protocole, le cérémonial. C'est compliqué. Oui. Quand vous prenez les parlementarismes européens, par exemple celui italien, celui allemand, vous voyez que le chef de l'État, il représente la souveraineté du pays. Donc c'est lui qui a sous son contrôle les forces armées. C'est lui qui représente le pays à l'étranger. Lorsque des chefs d'État étrangers viennent dans le pays, ils sont reçus par le chef de l'État. Oui. Ils ne sont pas reçus par le président du Conseil. Et lorsqu'il y a des cérémonies officielles, l'ordre de préséance, de disposition des chaises, met toujours au cœur le chef de l'État. Oui. Mais là, nous voyons, si vous étudiez bien les attributions politiques, pouvoir du président du Conseil, vous verrez qu'il risque d'être supérieur dans l'ordre protocolaire au chef de l'État. Et ça pose un problème. Et je ne sais pas ce qui se passe aux affaires étrangères actuellement, mais je crois que c'est un casse-tête chinois pour le ministre des Affaires étrangères, qui est toujours en fonction et qui doit résoudre ce problème. Les différentes institutions, le rapport avec l'étranger, ainsi de suite. Comment ça va se faire? Je crois qu'il y a beaucoup à revoir. Oui. Et même du point de vue de la vie politique, la vitalité politique. Les institutions doivent être revues. La CENI doit être revue. Et même le redécoupage électoral doit être revu. Je crois que ce sera l'agenda, la partie principale de l'agenda de cette assemblée. C'est justement le problème est là, c'est-à-dire que tel que voilà, la configuration politique actuelle qu'on a dans le pays, avec la suprématie du unir, et unir risque de rester au pouvoir indéfiniment. À moins de miracles. Non, moi je ne suis pas de cet avis. Vous savez, il y a un verset biblique dans le livre de Job, je laisse les auditeurs chercher, qui dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. On a peut-être créé une prépondérance politique autour du président du Conseil, mais c'est parce que le président du Conseil est issu du Parlement, de l'enjeu politique. Mais le Parlement est constitué par l'Assemblée nationale, constituée par des élections. Si les élections au Togo deviennent propres et transparentes, cela peut créer un chamboulonnement. Le président du Conseil pourra être une autre personne, c'est-à-dire un autre parti prendra la tête
de l'édifice parlementaire. Et ce sera ce parti qui restera à vie. Donc il n'est pas dit que l'actuel parti au pouvoir UNIR gardera indéfiniment le monopole politique dans le pays. Dans une émission, je crois chez à Canal FM, que les gens ne s'agitent pas trop pour s'opposer à la nouvelle constitution. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est revoir et sécuriser le vote des populations. Et le système parlementaire démocratique fonctionne à partir de l'attention devait être mise sur le vote. Oui, mais qui est-ce qui va faire en sorte que qu'il y ait des innovations, que le cadre électoral soit amélioré, tout ça. Qu'est-ce qui doit faire ça? C'est l'opposition togolaise. Il faut que chaque, vous voyez, on n'a pas trop parlé. J'ai pas voulu critiquer l'opposition parce que un peu je suis opposition, je suis de l'opposition aussi. Mais l'opposition, dans chaque phase politique d'un État, il faut que l'opposition comprenne quel est l'enjeu de cette phase. Lorsque vous avez mis de côté les armes et que vous avez dit que l'alternance va se faire de façon pacifique par le vote, la tension va se faire autour du vote. Toute la tension, pas attention dans un seul mot, la tension, c'est-à-dire la tension va se faire autour du vote. Et c'est tous les efforts de l'opposition. Au lieu de dire le chef d'État non, le chef d'État quitte, le chef d'État, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, quels sont les mécanismes qui permettent de convertir l'expression populaire en chiffres. C'est là que l'opposition devrait concentrer ses efforts. Et quitte à déclencher des mouvements internationaux, à appeler à l'aide, peut-être au niveau de la sous-région, ou en dehors de la sous-région, au niveau africain, et pourquoi pas au niveau onusien. Parce qu'aujourd'hui aussi à l'ONU, il y a des contentions entre les grandes puissances. Et certaines puissances peuvent prendre parti, n'est-ce pas, pour les partis de l'opposition de certains pays qui souffrent en face de l'injustice électorale. Donc il y a des moyens, l'opposition, si l'opposition ne veut pas prendre les armes, l'opposition doit se sur la conversion, les mécanismes de conversion du vote en chiffres. Alors, docteur Gwada, vous avez déclaré que, citation, le changement de la Constitution ne peut se faire en 1 mois et demi. Il nous faut nous asseoir pour discuter, bien faire les choses pour ne pas retoucher la Constitution au bout de quelques années. Alors, par ailleurs, d'où avez-vous pris cette citation? Il reste curieux. Voilà, j'ai cherché. Alors, par ailleurs, vous avez affirmé depuis 2017 que Constitution sans consensus n'est que ruine de la République. C'est vrai, ça vient de vous aussi. Vous êtes devenu un investigateur. Voilà. Avez-vous eu le sentiment que le pouvoir a écouté et tenu compte de l'avis du peuple sur les changements et politiques majeurs intervenus ces derniers temps dans le pays? Non, sur l'avis du peuple, non. Le pouvoir n'a pas pris en compte l'avis du peuple, non. Et le pouvoir a pris en compte l'avis de certaines pontes, de certains représentants du peuple. Par exemple, des chefs, des dirigeants de quartier, c'est-à-dire le peuple lui-même, non, n'a pas été consulté. Parce que nous savons que le seul moyen de consulter un peuple, c'est le référendum. Ça n'a pas été fait, donc on ne peut pas dire que le pouvoir a pris en compte l'avis du peuple. Bien, maintenant, les citations que vous avez tirées, elles sont très intéressantes. Je les partage toujours. Dans certains de mes échanges avec certaines personnes, j'ai quand même eu à le faire remarquer que si la C92 n'a pas fonctionné, la Constitution n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y avait des contentieux sous-jacents. Et ça fait que aucune partie n'a vraiment respecté cette constitution. Le problème Eyadema et Demkodjo le prouve. Eyadema ne voulait pas respecter la constitution. Et après, parce que la constitution n'était pas respectable. Bien qu'il ait appelé à voter pour cette constitution-là. Il y a l'acte populaire, l'acte qui se fait public, devant le peuple public, et la conscience que l'on a des phénomènes en privé. Et il y a toujours ces deux facettes, façades. Et en 2002, la Constitution a été touchée. Pourquoi? Parce qu'elle ne répondait pas à la situation réelle du pays. Les gens critiquent le RPT, mais le RPT n'a fait que réadapter la Constitution en 2002 à une situation
en 2005. Après, il y a eu, mais venez jusqu'en 2019, où après Amsterdam, on a refait la Constitution. C'est le Parlement qui vient de l'Assemblée nationale qui vient de se dissoudre. Mais qui demandait encore une retouche de la Constitution dans le pays? Personne. Le peuple n'a plus demandé. Mais si ça a été retouché, carrément changé, c'est parce que toujours cette Constitution ne reflétait pas des enjeux, des tensions politiques au sein de la République. Nous avons un problème de constitution, de test fondamental. Alors s'il faut faire un test fondamental, passer à une 5e République, de grâce, il faut que les tensions de la C92 soient résolues et que tout le monde soit d'accord sur le test. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je continuerai de dire, parce que la Constitution sera appliquée par le peuple. Et il faut que le peuple soit, et d'ailleurs dans certaines conférences publiques, j'ai eu à le dire, que ce n'est pas trop tard. On peut toujours appeler le peuple à un référendum pour écouter ce que le peuple veut dire. Mais apparemment, c'est une métamorphose qui ne nécessitait pas l'avis du peuple. Et donc, ceux qui sont en pouvoir d'activer cette métamorphose l'ont faite. Et on ne peut que prendre acte. Peut-être ont-ils raison. Parce que des fois, vous agissez contre l'avis des mineurs que vous dirigez dans votre maison. Les mineurs ne sont pas d'accord, vous agissez contre toute logique. Mais après quelques années, après quelques jours, vos enfants vous disent « Papa avait raison. Il a tout transformé, mais il a vu voir des choses que nous, on ne voyait pas et il fallait faire cette césure. » Qui sait? Peut-être ils ont raison, peut-être ils ont tort. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Voilà. Ouais. Bien, donc, merci Dr Gada. Nous allons observer une pause et on revient donc tout à l'heure pour la suite de cet entretien. On revient avec nous l'actualité au Togo. Alors, docteur, faisons le constat de ce qu'ils ont appelé une impasse politique, économique et sociale au Togo. Des universitaires et des acteurs de la société civile ont créé un cadre de réflexion pour un nouveau contrat social afin, disent-ils, de faire renaître l'espérance au Togo. Alors, faites-vous partie de ceux qui ont mis sur pied ce cadre-là? Non, je n'en fais pas partie. Et qu'en pensez-vous? J'ai une double lecture. Oui. La première, c'est que, en fait, les universitaires ont pour mission. Nous avons 3 missions. La première, c'est d'enseigner. La seconde, c'est de faire de la recherche. Et la troisième, c'est de faire du service à la nation. Oui. Les universitaires ont le droit de se prononcer sur des questions de la cité. Ils n'ont pas tort dans la forme. Oui. Oui. Maintenant, dans le fond, je ne partage pas. Ce sont des aînés. Oui. Ce sont des aînés. Je connais beaucoup de collègues parmi le groupe, mais je ne partage pas cette approche. Parce que il y a des autorités dans le pays et des réflexions peuvent être soumises directement aux autorités par d'autres voies que par la voie ostentatoire et publique, surtout que nous sommes au Togo. Je crois que même le parti au pouvoir, personne n'a la science infuse. Oui. Quel que soit le nombre de conseillers togolais ou étrangers qui produisent de la réflexion, le parti au pouvoir a toujours besoin d'entendre ce que disent les intellectuels du pays. Oui. Donc je crois que les portes étaient ouvertes pour demander peut-être une audience au chef de l'État et transmettre un document que le chef de l'État avec son équipe pouvait lire. Et parce que le fait de se prononcer tel qu'ils l'ont fait, c'est mon impression personnelle, renvoie peut-être à une confrontation ou à une espèce de surenchère ou d'ordalie. Et je ne crois pas que dans ces conditions, les propositions pourraient être acceptées. Oui, justement, c'est la question que je voulais poser. Et ils ont décliné un certain nombre d'objectifs. Et moi, je voulais vous demander, mais cela est-il possible? Est-ce qu'il est possible de faire ce qu'ils veulent sans la participation des partisans du pouvoir, sans la participation du pouvoir? Non, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas du tout, puisque tout ce qu'ils disent,
la grande partie de ce qu'ils disent n'est pas à rejeter. C'est ça. Mais qui va les appliquer? Voilà. Qui va je sais par exemple apaiser le climat sociopolitique, c'est une bonne chose. Séparer les pouvoirs pour une démocratie consolidée et réformer les institutions de la République, protéger les droits de l'homme et du citoyen, promouvoir la bonne gouvernance, combattre la corruption et le détournement des deniers publics, c'est bon. Organiser des élections libres, démocratiques et transparentes pour garantir la vérité des urnes et l'alternance politique, etc. C'est du bon sens. Voilà. C'est du bon sens. Mais qui va acter et va mettre en œuvre? C'est celui qui possède les leviers du pouvoir. Et donc, on sait là où il est. On peut le voir, et lui discuter avec lui. Et puis, dans tous les cas, c'est le parti au pouvoir et les autorités qui vont qui peuvent mettre en œuvre toutes ces idées. D'ailleurs, ce sont des idéaux. Ce sont des idéaux. Et c'est Kant qui parle souvent de la pensée pure, de la pensée pratique. La raison pure, la raison pratique. C'est de la raison pure tout ça. Dans la raison pratique, il faut voir à qui s'adresser. Au peuple. Et pas aux ambassades. C'est à ceux qui détiennent les leviers du pouvoir. Actualité internationale.